Sur le front ukrainien, la France pousse ses missiles Scalp. Les États-Unis promettent les armes sous munitions, tandis que la Pologne envisage de franchir le Rubicon en n'excluant pas de dépêcher officiellement des troupes au sol. L'OTAN est-il en train de surpasser la ligne rouge? Question à décortiquer par nos consultants de la semaine. Je vous les présente. Je suis avec Louis Magloire Kemayou. Louis Magloire, bonjour. Bonjour. Louis Magloire est journaliste. Il est chargé notamment, responsable du contenu de New World Economy, justement, oui, et président de l'association de la presse panafricaine à part. Avec nous, et dans l'arène, cette semaine, Edem Aokou. Edem, bonjour. Bonjour Gilles, c'est toujours un plaisir de parler d'actualité avec nos fidèles téléspectateurs. Edem Kodouaokou est juriste. Vous êtes le secrétaire général de Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère, CEJAP. Voilà, c'est ça. Et notre troisième invité, Mamadou Alioune Diouf. Bonjour. Bonjour Gilles. Je le dis en Nangalef. Nangifirek. Merci. Vous êtes historien, éditorialiste et islamologue. Et le plateau est complet. Donc, pour New World Forum de cette semaine et devant vos petits écrans, vous pouvez alimenter ce débat, envoyer vos contributions au plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31, Ukraine, missiles, armes sous munitions, troupes au sol, l'OTAN veut franchir la ligne rouge. Quel est votre avis sur la question et surtout les conséquences pour l'Afrique? Et quid de la médiation africaine? Cette médiation a-t-elle finalement totalement échoué? Si vous suivez en différé cette émission sur notre chaîne YouTube, likez en même temps cette émission, abonnez-vous pour recevoir nos programmes en temps réel et partagez cette émission, partagez-la autour de vous pour porter loin la voix du continent, la voix de l'Afrique. Et chers consultants, la Russie a perdu la guerre. C'est Joe Biden qui le dit, c'est pas moi. Joe Biden des États-Unis, comme il le laisse entendre, est-ce que la guerre est perdue par la Russie? Louis Magloire Kemayou. On peut prendre ses désirs pour la réalité, c'est pas interdit. Donc Joe Biden est en train de faire une certaine forme de guerre psychologique, revigorer peut-être les soldats ukrainiens pour leur donner un peu plus d'allant sur les scènes de guerre où ils sont engagés. Rameuter également les partenaires afin qu'ils ne lâchent pas l'Ukraine, parce qu'une guerre qui dure, c'est souvent une guerre d'usure dans laquelle les plus faibles finissent par flancher. Et donc, par moment, il faut arriver à donner ces pics-là qui font que les troupes se remobilisent et repartent en étant sur de meilleures intentions que celles dans lesquelles ils étaient au moment où ils perdaient un peu espoir. Mais c'est quand même le président des États-Unis. Il ne va pas devenir un maître de cérémonie quand même pour une guerre. Non, mais je veux dire, il arrive que les gens se trompent. Ce n'est qu'un être humain. Le président Biden, avant d'être le président des États-Unis, est un homme. Il a grandi, il a vieilli. Par moments, il lui arrive d'avoir des faiblesses. Et parmi ces faiblesses-là, je veux dire, c'est pas une faiblesse d'ailleurs de considérer que on donne un peu plus de vitamines à ces troupes. D'abord, au niveau des Américains, dont l'argent contribue à financer la guerre. Ensuite, au niveau des partenaires internationaux, notamment les partenaires américains les partenaires européens, qui sont engagés dans cette guerre. Donc, je considère que c'est de bonne aloi. Et quand on prend l'exemple de la guerre froide, qui s'est achevée avec la dislocation de l'Union soviétique et l'éclatement du pacte de Varsovie, ce fut une guerre d'usure dans laquelle l'Union soviétique a perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes et a fini par imploser. Et donc, le désir de Joe Biden, c'est que comme pour la guerre froide, dont l'une des apogées a été la guerre en Afghanistan, que les Russes finissent par perdre, que ces pertes subies en Ukraine soient si importantes qu'elles fassent tomber le président, qu'elles fassent chuter la Russie et donc affaiblissent le groupe des BRICS, qui sont aujourd'hui le plus gros concurrent à l'économie américaine sur la scène internationale. Donc, pour moi, c'est de bonne guerre de faire des déclarations de ce type-là. Ça n'engage personne, à part ceux qui veulent bien se laisser influencer par ce type de déclaration. Mais les contribuables occidentaux ne sont pas des dupes. Mamadou Diouf, est-ce que la guerre est perdue par la Russie? Moi, j'aurais préféré, puisque Biden soutient l'Ukraine, qu'il dise clairement que l'Ukraine va gagner la guerre. Je ne sais pas pourquoi il va regarder la perte du côté de Moscou. Il soutient l'Ukraine, il n'a qu'à dire l'Ukraine va gagner la guerre. Et après l'avoir dit, qu'on nous donne les éléments montrant que l'Ukraine va gagner la guerre. Parce qu'en tout cas, jusqu'à présent, sur le terrain,
s'il faut voir ce qui s'est passé, c'est sur le sol ukrainien que se fait la guerre. C'est le territoire ukrainien que les Russes ont occupé. Et c'est l'Ukraine qui crie au secours tout le temps pour avoir plus d'armes parce que la grande offensive dont on parle a du mal à percer les lignes de défense de la Russie. Mais quelle est la logique militaire quand il dit la Russie va perdre la guerre? Je ne vois pas de logique militaire dedans, sauf bien sûr ce que Magloire a dit tout à l'heure, essayer de donner encore un peu plus de tonus aux militaires ukrainiens et essayer également de l'autre côté d'affaiblir les militaires russes en leur disant attendez, nous allons finir avec vous. Maintenant, n'oublions pas que les États-Unis sont en conflit avec la Russie, non pas à cause de la guerre en Ukraine, mais depuis bien avant et sur plusieurs questions. Donc il y a également cette bataille entre deux puissances qui ne manquent jamais l'occasion de donner un coup à l'autre. L'autre élément, l'Ukraine, ce que l'Ukraine demandait, c'est pas qu'on lui dise qu'il gagne la guerre ou qu'il ne gagne pas la guerre. C'était de rentrer dans l'OTAN. Mais à défaut de lui faire rentrer dans l'OTAN, il faut lui faire croire que tu vas gagner la guerre, l'autre va perdre. Je crois que on est plus ici dans de la communication d'un point de vue stratégique que dans une lecture d'une réalité, dans un affrontement entre la Russie et l'Ukraine. Et il n'a même pas parlé de futur, hein. Il a utilisé le passé composé. La Russie a perdu la guerre. De quelle guerre parle Joe Biden et des Marocains? Voilà, j'allais aussi dire, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que Joe Biden est dans son rôle. Il est le président des États-Unis, qui est l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine et le leader du monde occidental qui souhaite, je vais dire, la dislocation de la Russie pour une deuxième fois. Et les propos qu'il a tenus ont été tenus à un moment très stratégique. On voit que la contre-offensive que l'Ukraine a lancée a du mal à décoller. Et les troupes ukrainiennes font face à une résistance extraordinaire des Russes, contrairement à ce qu'on avait vu fin 2022. Et les Occidentaux savaient très bien qu'ils ne permettraient pas à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Du coup, il faut essayer de trouver des stratagèmes, des stratégies pour faire croire à Volodymyr Zelensky que même en n'intégrant pas l'OTAN, il peut toujours compter sur le soutien des Occidentaux et en lui faisant comprendre que la Russie est en position de faiblesse. Parce que le but réel des Occidentaux, c'est que le conflit puisse durer dans le temps et que la Russie soit totalement affaiblie afin qu'ils puissent parvenir à leurs différents objectifs. Donc on est véritablement dans une guerre de communication pour pouvoir agir négativement sur la psychologie des troupes russes pour que les troupes ukrainiennes puissent prendre de l'ascendance sur le conflit. Mais je peux aussi analyser la question peut-être sous d'autres angles. Peut-être quand on prend le plan politique et le plan militaire, on peut dire en quelque sorte que la Russie est un tout petit peu atteinte par le conflit. Quand on prend l'aspect politique, on a vu récemment qu'il y a eu une mutinerie qui a été orchestrée par le groupe Wagner. L'ange déchu. Voilà, de Vladimir Poutine. Et c'est l'une des corollaires de la guerre en Ukraine et qui a amené, je vais dire, Prigojine à déclencher cette mutinerie malheureusement qui n'a pas eu lieu pour lui. Et au sein même de l'appareil politique de la Russie, il y a quelques dissensions. Il y a certains membres du gouvernement qui persuadent Vladimir Poutine à lâcher une bombe nucléaire afin qu'on en finisse une fois de bon. D'autres encore qui ne sont pas totalement d'accord avec l'agression russe en Ukraine. Donc, ce qui crée en quelque sorte une dissension au sein de l'appareil qui peut être... Mais jusqu'à présent, Vladimir Poutine semble tenir sa barque. Justement. Puisqu'il a réuni finalement exactement, tout le monde. c'est un fin stratège, un ancien du KGB a toujours les moyens pour pouvoir réparer les situations, surtout quand on voit la manière dont il a réglé la mutinerie avec Wagner. Mais aussi sur le plan militaire, le conflit a permis de découvrir quelques faiblesses au sein de l'appareil militaire de la Russie. Sur le plan structurel, la Russie ou l'armée russe a un tout petit problème. L'armée russe est plus composée d'officiers supérieurs, notamment de généraux, de colonels, mais très peu d'officiers subalternes et de sous-officiers. Ce qui fait que souvent sur le terrain, les commandants de l'armée russe ont du mal à faire passer
le message aux troupes sur le terrain, ce qui a fait que vous allez constater, dès le début de la guerre, il y a plusieurs généraux qui étaient obligés d'aller sur le front. Et il y a eu plusieurs d'entre eux qui ont été tués par les troupes ukrainiennes. Donc c'est un élément aussi qui peut être exploité par les Occidentaux qui vont trouver des stratégies pour pouvoir contrer ou pour pouvoir surmonter cette faiblesse de l'armée russe. Eh ben, je voudrais creuser davantage la parenthèse que vous ouvrez là. Louis Magloire, est-ce que cette guerre de contrition va finalement avoir raison de la Russie à long terme et la faire imploser comme au temps de l'Union soviétique, comme vous l'évoquiez tantôt? Non, je ne suis pas spécialiste militaire. J'aurais voulu faire des prédictions, mais je ne peux pas le faire du fait de ma qualification qui n'est pas adéquate. Cependant, quand on regarde le cours de cette guerre, la Russie est peut-être l'un des rares pays développés, l'un des rares pays membres permanents du Conseil de sécurité à mener des guerres avec ses troupes et non pas avec des compagnies de soldats privés qui vont au front pour servir la patrie. C'est une très grosse différence, mais c'est quand même une différence qu'il faut noter. La plupart des guerres qui se font aujourd'hui, quand vous prenez la France, c'est à travers la Légion étrangère, c'est à travers des troupes que l'on ne connaît pas toujours, dont on ne connaît le nom que quand il y a un des membres qui disparaît. Les États-Unis, c'est la même chose. Il y a eu une très grande privatisation de la guerre qui s'est effectuée. Et depuis, la théologie, non, si je dis théologie, je vais peut-être sur la théorie là-dessus aujourd'hui, c'est que on envoie plus des soldats privés sur le front pour éviter que les cercueils qui rentrent démoralisent d'abord les familles, démoralisent la nation et démoralisent les troupes qui sont au sol. Et donc, pour la Russie également, c'est une équation qu'il fallait régler. Elle a commencé à régler cela en envoyant des Tchétchènes. Ce sont des Russes, mais des Russes qui font partie de la Fédération de Russie. C'est pas la Russie blanche comme on pourrait la qualifier. Et puis il y a également aujourd'hui Wagner, qui est un autre réservoir d'approvisionnement qui règle ce problème d'officiers ou de sous-officiers qualifiés qui manqueraient sur le front et qui ne permettraient pas que la chaîne de commandement soit complète et suffisamment solide pour que la guerre se passe dans de bonnes conditions. Mais une guerre, encore une fois, une guerre n'est jamais bonne, mais il vaut mieux qu'elle soit courte qu'aussi longue comme on est en train de le vivre aujourd'hui sur le sol ukrainien pour l'armée russe. On spécule abondamment sur la situation en Russie, mais l'Occident aujourd'hui, est-ce qu'il se porte bien? Quel est l'impact de cette guerre sur l'Europe? Est-ce qu'elle se porte bien aujourd'hui? Mandoulio, vous vivez en Afrique, mais est-ce que d'ici, on peut avoir une idée de ce qui se passe là-bas? On a entendu parler de l'inflation galopante, les prix du carburant, des denrées alimentaires qui flambent, etc. Mais est-ce que l'Europe, on va dire, résiste mieux aux impacts de cette crise que la Russie? C'est pas évident de le dire puisque l'Europe vient de traverser une crise de l'énergie et tout le monde est d'accord que c'est parce que l'hiver n'a pas été suffisamment froid que la catastrophe attendue n'est pas arrivée. Rappelez-vous qu'on nous a montré une coupure de courant à Paris où on préparait en fait les esprits pour leur dire que mais attendez, s'il y a de gros problèmes, ce qui risque de se passer, on va faire du délestage, comme on l'appelle chez nous, on va distribuer ce que nous avons. On avait déjà commencé à dire éteignez telle lampe au niveau de telle institution à partir de telle heure. Et il est clair que ce sont des conséquences directes de la guerre au niveau de l'Ukraine. On a vu Biden pendant sa campagne électorale dire aux Saoudiens, mais ça suffit maintenant, vous avez exagéré, on ne va pas vous laisser continuer. Insister en particulier sur la mort de Khashoggi. Mais quand la question pétrolière est devenue un problème, Biden a non seulement changé de discours, mais il a allé supplier les Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole, ce que le prince saoudien a refusé. Mais s'il n'y avait pas de problème, ils n'auraient pas besoin de faire ce genre de démarche. On a vu même la France parler de on va se solidariser avec l'Allemagne, avec d'autres pays qui dépendaient beaucoup plus que d'autres pays sur l'approvisionnement russe. On va se solidariser avec eux, s'il le faut, on va leur fournir également de l'électricité, alors que la France ne pouvait pas garantir clairement pour la France. Rappelez-vous également à un certain moment les manifestations dans certains de ces pays où les gens disaient non à cette guerre parce que d'abord elle coûte cher au trésor public, mais en plus
ça crée un problème puisque une partie de l'inflation, une partie de l'augmentation des prix est en relation avec cette guerre-là. C'est vrai qu'on parle souvent de l'Afrique en disant qu'on risque de mourir de faim, mais de l'autre côté également, les gens subissent véritablement ce problème par rapport à la guerre au niveau de la Russie. Et ce qui est paradoxal, c'est vrai que avoir des informations sur la Russie, c'est extrêmement compliqué, mais on ne sent pas ce problème pour le moment au niveau de la Russie. Et puis, il faut dire qu'au niveau des Européens et des Américains également, même si on donne l'impression qu'il n'y a pas de problème, parce que les réseaux sont interconnectés en Europe, ce qui leur permet quelque part de mutualiser, de compenser les manques qu'il pourrait y avoir dans certains pays. Mais quand ils ont voulu acheter, puisqu'il fallait se priver des approvisionnements en provenance de la Russie, il a fallu acheter ailleurs. Et l'autre ailleurs dont il est question, c'est les États-Unis. C'est avec le gaz liquéfié, le gaz de schiste liquéfié. Et donc, pour l'acheter, il coûtait au moins 5, voire 10 fois plus que le gaz en provenance de Russie. Et il fallait payer pour cela. Oui, mais pourquoi la société civile occidentale, européenne et américaine se tait pratiquement sur les impacts de cette guerre dont elle n'a vraiment pas besoin, on va dire. Non, elle ne se tait pas. Les gens se sont prononcés clairement contre cette guerre qu'ils considèrent comme une guerre par procuration. Ça, c'est extrêmement clair. Et la deuxième chose, les gens ont compris très tôt que le problème, ce n'était pas l'Ukraine. Il y a une Russie qui est là, qui est un adversaire sur le plan politique, qui l'est moins aujourd'hui sur le plan idéologique, puisqu'on ne parle plus de communisme, qui est un adversaire également sur le plan militaire, qui est un adversaire sur le plan diplomatique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en voulait à la Russie alors qu'il n'y avait pas cette guerre. On cherchait à créer des problèmes à la Russie, on cherche à affaiblir ce Poutine-là en particulier, parce qu'on a l'impression que ce gars-là, il est sur le point de reconstruire l'Union soviétique. C'est-à-dire remettre en place une puissance qui, bien sûr, va déranger les Américains qui veulent être les seuls gendarmes du monde. Mais pour le moment, il faut dire que côté russe, ça ne marche pas. On pensait que le rouble va s'écrouler, mais il se porte plutôt bien. Il s'est valorisé de 8% par rapport au dollar, 18% par rapport à l'euro. Même le pétrole russe, ils l'achètent à travers l'Inde, à travers d'autres pays, puisque les Russes vendent à d'autres pays qui reviennent revendre aux pays européens, puisque comme il l'a dit, s'il faut acheter celui des États-Unis, le coût, mais s'il faut le répercuter sur la vie des populations, mais attendez-vous à des émeutes à l'intérieur de ces pays-là, et ils ne sont pas fous. Donc il ne faut pas qu'on se laisse tromper également par ce discours qui est dit pour tranquilliser les gens. Les États-Unis seuls sont à peu près à 41 milliards de dollars dans cette guerre. Ça fait le budget d'une bonne partie de nos pays, puisque ça fait à peu près 2180 milliards de francs CFA. Ça fait le budget de certains de nos pays. Ça va continuer jusqu'à quand? Et pour quel prix? Parce que pour le moment, on n'a aucune garantie que la Russie va s'écrouler avec cette guerre. Mais c'est que je puisse apporter quelques éléments de plus. Quand on analyse la guerre, on se rend compte que les plus grands perdants de ce conflit, ce sont les Européens. Et les Américains s'en sortent en quelque sorte comme les gagnants. Les Américains, d'abord, géographiquement, sont très loin de cette guerre. Et les impacts, peut-être environnementaux et autres, auront du mal à les atteindre sur leur territoire. Les Européens sont plus proches de l'Ukraine et pourraient à tout moment subir peut-être un missile perdu quelque part qui va atterrir sur leur territoire. Et sur le plan militaire, les Américains sont actuellement en train de rafler des milliards. Parce qu'il y a plusieurs pays européens aujourd'hui, qui sentent véritablement le besoin de pouvoir renforcer leur armement. Et tous ces pays-là sont contraints de pouvoir s'approvisionner auprès des Américains. Moi, je dis souvent, cette guerre, c'est comme une foire aux armements. Il y a plein d'armes qu'aujourd'hui nous avons connues grâce à la guerre. Les HIMARS, les Qatal, les boucliers patriotes et tout ce qui va avec, on les a connus grâce à la guerre en Ukraine. Et beaucoup de pays aujourd'hui qui, entre-temps, étaient un peu plus en retrait dans l'armement de leur pays, sont obligés maintenant d'aller auprès des Américains pour acheter plus d'armes pour pouvoir se protéger. Et la guerre a également permis à certains pays de pouvoir adhérer à l'OTAN, notamment la Suède, la Finlande, que les Américains souhaitent utiliser pour pouvoir embêter Poutine, puisque ces pays-là sont frontaliers de la Russie. Exactement. Est-ce que ce n'est pas de l'huile sur le feu que l'OTAN est en train de jeter dans ce conflit-là? Oui, déjà sur le principe,
le fait pour un pays indépendant, souverain, de vouloir adhérer, que ce soit une organisation internationale ou une organisation régionale, c'est de son droit. Donc la Finlande, la Suède ou n'importe quel pays qui est souverain peut prendre la décision légalement d'adhérer à l'OTAN. Mais au-delà de l'aspect légal, au-delà de l'aspect légitime, il faut aussi voir les réalités politiques qui poussent le pays en question à pouvoir adhérer à l'OTAN. D'autant plus que la Finlande partage des milliers de kilomètres avec la Russie. Et la Finlande a également des années d'histoire avec ce pays. Ils ont leurs peuples qui sont liés historiquement. Donc le fait pour ce pays d'adhérer à l'OTAN pourrait déranger la sécurité de la Russie. Et quand un pays adhère à l'OTAN, ça permet à l'organisation de pouvoir installer des armes sur le territoire de ce pays et même des armes nucléaires. Donc à tout moment, la Russie peut subir une destruction nucléaire sur son territoire. Du coup, la Russie aussi a un droit de pouvoir se défendre en évoquant des raisons, en anticipant, en évoquant des raisons de sécurité pour son pays, pour pouvoir empêcher ceux-ci de pouvoir adhérer à l'OTAN. Lui, Magloire Kemayo, pourquoi l'OTAN pousse ses frontières au nez de la Russie? Je ne sais pas pourquoi elle le fait, mais je crois que c'est une façon également presque d'humilier la Russie. Parce que pendant de très nombreuses années, et même à la fin de l'Union soviétique, les discussions avec Gorbatchev portaient sur le fait que l'OTAN ne ferait pas avancer ses frontières en se rapprochant de l'Union soviétique ou de la Russie indépendante. Oui, et Gorbatchev aurait eu l'engagement des États-Unis. Il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN que le président Macron considérait en état de mort cérébrale a eu une seconde vie avec cette guerre en Ukraine, qui est celle de dire « Méfiez-vous de la Russie parce que cet ours, même s'il dort, il est capable de se réveiller et quand il se réveillera, peut-être que votre sécurité ne sera pas assurée. Et pour qu'elle soit assurée, vous devez adhérer à l'OTAN. » Et donc, l'OTAN qui était le parapluie militaire de l'Europe occidentale est devenu le parapluie nucléaire de toute l'Europe aujourd'hui, avec l'adhésion déjà des pays de l'Est et d'Europe centrale, avec l'adhésion des pays baltes ensuite, et puis ces pays voisins de l'Union soviétique, enfin de l'ancienne Union soviétique, la Russie aujourd'hui, qui sont devenus des membres très importants et qui ont fait que l'on a évolué presque vers la situation de la guerre des missiles qu'il y avait eu entre Khrouchtchev et le président Kennedy à leur époque. Donc, à cette époque-là, est-ce qu'on a eu besoin de déclencher une guerre pour régler le problème de l'installation des missiles soviétiques à Cuba? Non. Il a fallu une discussion. Cette discussion s'est tenue malgré le contexte de la guerre froide. Cette discussion s'est tenue et les missiles ont été retirés. Cuba était à la portée des États-Unis. Indiquez-moi un seul pays aujourd'hui, que ce soit la Russie ou bien la Chine, qui a des missiles prépositionnés près des États-Unis ou d'un pays européen. Il n'y en a pas un seul. Mais comment la Russie va-t-elle réagir à l'adhésion de ces pays frontaliers, notamment la Suède, on a beaucoup parlé de la Finlande tantôt. Ce qu'on reprochait à l'Ukraine, finalement, est arrivé de notre côté, Mamadou Diouf. Que va faire la Russie? Elle ne pourra pas faire grand-chose en termes d'adhésion, puisque la Finlande est dedans. La Suède également est pratiquement dedans. Ouais. Bon, c'est l'Iran qui faisait de la résistance, la Turquie plutôt qui faisait de la résistance, mais bon, c'était plus pour avoir quelque chose que pour l'empêcher de rentrer au niveau de l'OTAN. Maintenant, c'est une stratégie qui est très bien connue chez les Américains. Ils appellent ça l'endiguement. Ils ont utilisé la même stratégie pendant la guerre froide. Parce que moi, je ne crois pas que les Américains vont attaquer les Russes. Même en mettant leur matériel nucléaire en Finlande, en Ukraine, je n'y crois pas. S'ils ne se sont pas fait la guerre pendant... Ils veulent les pousser à la faute. Je pense qu'ils veulent davantage les pousser à la faute. Eux-mêmes ne lanceront pas les hostilités, mais ils se disent que si, par mégarde, un missile russe tombait en Finlande, en Géorgie ou dans Suède, cela pourrait justifier l'entrée en guerre des pays de l'OTAN et donc par procuration une entrée en guerre des États-Unis. Même l'entrée en guerre de l'OTAN, je n'y crois pas. Si vous avez bien suivi ce qui s'est passé lors du dernier sommet de l'OTAN, mais eux-mêmes, ils ont dit de façon extrêmement claire, l'OTAN ne cherche pas une confrontation avec la Russie.
je ne crois pas que ça soit Moi, seulement je me un méfie des discours. déclarations, hein, depuis cette Non. guerre d'Ukraine, je ne prends plus au mot. Hein. Non, mais même quand on ne les prend pas au mot, si jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait ce qui aurait pu être fait dès le début, qui aurait pu écourter cette guerre ou bien empêcher cette guerre, parce que tous les stratèges étaient d'accord. Ce que les Russes vont faire, c'est bombarder. Si on veut protéger l'Ukraine, il fallait une couverture aérienne. Empêcher à la Russie de pouvoir utiliser l'espace aérien de l'Ukraine. Tous les moyens étaient là au niveau de l'OTAN pour le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Il l'a dit et il a parfaitement raison. Les Européens ne veulent pas d'une guerre sur leur territoire et ils ne sont pas fous. Ils ont déjà vécu la guerre mondiale, ils ont vu comment Ben, ils sont finis par devenir... Entre-temps, hein, les Européens ne voulaient pas de la guerre au Kosovo, pourtant elle a eu lieu. Oui, mais Oui, ils tirent les déclenchez pas leçons. les Américains. Oui, justement. Ils tirent les leçons de toutes ces choses. Vous avez parlé de Macron tout à l'heure, mais ce n'est pas Macron seulement. Si ce n'est pas la situation actuelle, la tendance était à l'intérieur de l'OTAN de se révolter contre la tutelle américaine. C'est la nouvelle donne qui fait qu'on n'en parle plus. Mais les gens commençaient à remettre en cause la tutelle américaine. Pourquoi c'est les Américains qui vont assurer la sécurité? Les pays n'ont qu'à le faire eux-mêmes au lieu que ce soit les Américains qui le fassent. Donc, c'est vrai qu'on cherche à créer des problèmes au niveau de la Russie. Cette stratégie d'endiguement, comme je disais tout à l'heure, qui consiste à vouloir entourer la Russie de sorte que, à défaut de la faire tomber, elle ne pourra plus progresser, mais c'est contraire à ce que vous avez dit, parce que c'est ça que Gorbatchev avait compris. Mais Et c'est pourquoi Mais pourquoi la demande la plus insistante, c'est d'entrer dans l'OTAN, n'a pas été entérinée? L'Ukraine, finalement, a été rejetée. Oui, en fait, l'Ukraine n'a pas réussi à adhérer à l'OTAN pour plusieurs raisons. Avant d'intégrer les organisations régionales, surtout tenues par les Occidentaux, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter. D'abord, il faut la qualité de l'armement ou de l'armée du pays candidat. Il faut respecter les normes démocratiques. Il faut la lutte contre la corruption dans le pays. Joe Biden même l'a dit lors du sommet de l'OTAN que l'Ukraine, si elle veut adhérer à l'OTAN, doit faire des efforts pour lutter contre la corruption au sein de leur pays. Et pire encore, les aides internationales en armes et en bien d'autres choses qui sont fournies à l'Ukraine, il y a des responsables politiques ukrainiens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont détourné des sous. Donc il y a un problème de corruption grave au sein de l'appareil politique ukrainien sur lequel le gouvernement doit véritablement travailler avant de pouvoir intégrer l'OTAN. Au-delà de ça, si aujourd'hui les Occidentaux permettent à l'Ukraine de pouvoir adhérer à l'OTAN, ce qui veut dire que l'article 5 qui a toujours été évoqué par les Occidentaux, comme quoi un seul membre de l'OTAN qui est attaqué, c'est tous les membres de l'organisation qui sont attaqués. Ça veut dire que l'Ukraine n'est pas membre, mais aujourd'hui, l'Occident se considère comme étant touché par la guerre. Mais si jamais il y a cette adhésion physique officielle de l'Ukraine, si c'est aujourd'hui par exemple le 16, automatiquement le 17, l'OTAN doit rentrer en guerre avec la Russie parce que c'est un membre officiel de l'Alliance qui a été attaqué. Est-ce que l'OTAN a peur d'entrer en guerre avec la Russie? Justement, pourquoi ne pas saisir l'occasion pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN? La guerre n'a jamais été un plaisir pour n'importe qui. Même si aujourd'hui les Américains se croient les plus puissants, quand ils entrent en guerre, il y aura des pertes civiles, il y aura des pertes, ils auront d'énormes manques à gagner économiques. Donc personne ne voudrait entrer en guerre avec qui que ce soit parce que après chaque guerre, tous les pays impliqués sont toujours affaiblis de quelque manière que ce soit. Lui, Magloire Kemayo, pourquoi l'OTAN ne pousse pas le courage assez loin pour faire entrer l'Ukraine? Pour qu'on, finalement, tire cette affaire au clair? Non, parce qu'il y a l'effet de créer un précédent. Si on fait entrer l'Ukraine alors qu'elle est en situation de guerre dans l'OTAN, ça signifie que n'importe quel pays qui serait attaqué demanderait à adhérer à l'OTAN et entrerait automatiquement dans l'organisation et pousserait les pays membres à entrer en guerre contre le pays qui l'a attaqué. Donc il y a déjà ce premier aspect qui décourage l'adhésion de l'Ukraine. Le deuxième aspect, c'est celui que relevait très justement notre ami, c'est que l'Ukraine aujourd'hui a une armée très corrompue. Elle a une armée qui n'est pas considérée comme très professionnelle, même si elle a été très héroïque dans sa résistance vis-à-vis de la Russie, vue par les pays occidentaux. L'Ukraine n'a pas une armée professionnelle. Et de l'autre côté, elle n'a pas l'argent pour payer les armes qui vont lui être livrées. Or, rappelez-vous, quand le président américain disait que
les États-Unis payent pour la sécurité de l'Europe, mais il faudrait que les Européens eux-mêmes commencent à contribuer un peu plus pour le fonctionnement de l'OTAN. Sinon, il faudrait qu'ils en sortent. Il faudrait tirer les conclusions. C'est Trump qui le disait. Et donc, à ce moment-là, son problème, c'était que les Américains ne devaient plus continuer de payer pour la sécurité des pays européens. Il y a un seul pays européen qui, aujourd'hui, atteint le seuil des 2% de son budget dans la cotisation pour l'OTAN, c'est l'Allemagne. Tous les autres sont en deçà de ce minima. Et si l'Ukraine vient, je ne suis pas certain qu'elle puisse payer 1% de son budget pour l'adhésion à l'OTAN et qu'elle puisse acheter toutes les armes conventionnelles que l'OTAN exige de la part de ses membres afin qu'il puisse y avoir une interchangeabilité Oui, des la solidarité armements. manifestée à l'endroit de l'Ukraine, est-ce qu'elle n'est pas suffisante pour la faire entrer Non, dans l'OTAN? Parce que non. les moyens mobilisés sont énormes. Et puis, Les moyens sont certes énormes, mais c'est d'abord un pays européen. Et c'est la première solidarité, c'est l'effort de solidarité européen. La Banque européenne de reconstruction et de développement va payer très cher la reconstruction de l'Ukraine, mais aujourd'hui, sur le plan militaire, ceux qui mènent la danse, ce sont les États-Unis. Et je ne vois pas les États-Unis en train de renoncer à leur doctrine en la matière, c'est-à-dire accepter un pays qui est en guerre. Qu'un pays en guerre entre dans l'OTAN, adhère à l'OTAN, ou alors permettre qu'un pays qui n'est pas capable de payer sa cotisation rentre dans l'OTAN. Ce serait contre tous les principes de l'organisation. mais Babandou Diouf, finalement, qu'est-ce qui a poussé la France à franchir le cap en envoyant des missiles Scalp à l'Ukraine? Je vais juste revenir sur ce que Magloire disait tout à l'heure. Dans les textes de l'OTAN, il n'est pas permis à un pays en guerre de rentrer dans l'Alliance. Pour ce qu'il a développé tout à l'heure, parce que si c'est le cas, mais la Suède ne rentre pas, la Finlande ne rentre pas, on attend d'être attaqué pour demander. Les gens savent qu'en situation de guerre, ces pays savent qu'en situation de guerre, ils ne peuvent pas adhérer. C'est pourquoi ils sont en train d'anticiper en se disant que peut-être après l'Ukraine, ça sera nous. Donc ça également, c'est une donnée à prendre en compte. Les textes ne permettent pas à un pays qui est en guerre de pouvoir devenir membre de l'OTAN. Maintenant, la France, ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, on a vu les pays soutenir l'Ukraine en deçà de ce que l'Ukraine demande et en retard par rapport aux besoins de l'Ukraine. Si vous regardez à chaque fois, prenez le cas des F-16, le président en parle depuis fort longtemps, on n'entraîne même pas encore les gens, les spécialistes disent qu'il faut à peu près 6 mois pour un pilote expérimenté. Bon, imaginez si le pilote n'est pas expérimenté, ça fera combien de temps pour pouvoir revenir. La France a fini par donner ses missiles Scalp parce que finalement, quand vous regardez ce qui se passe, la France faisait partie, d'un point de vue du discours avant la guerre, mais des pays qui semblaient être le plus engagés pour défendre l'Ukraine. Avec l'Angleterre. Oui, l'Angleterre l'a concrétisé. C'est-à-dire l'Angleterre, le discours était très clair et dès le départ, les Anglais ont fait partie de ceux qui ont immédiatement accepté de donner des armes. C'est les autres qui hésitaient, qui traînaient le pas, etc. Mais d'ailleurs, les missiles une ligne rouge à ne pas franchir. D'ailleurs, le missile que la France donne à l'Ukraine, l'Angleterre l'a déjà donné à l'Ukraine. C'est le nom qui change seulement. Puisque en anglais, il parle de Shadow, ici on parle de Scalp, c'est exactement le même missile fabriqué par la même usine de guerre. Bon, maintenant, la France est en train également de faire sa pub pour montrer que, bon, nous leur avons donné une arme qui est importante. Il faut le reconnaître parce que, avec la ligne de défense russe, cette arme pourra servir. Puisque c'est une arme qui permet, quand il y a une ligne de défense renforcée, de pouvoir casser cette ligne de défense-là. Puisqu'on peut tirer de loin, 250 jusqu'à 500 km par rapport à la ligne de défense. Sinon, on avait vanté aussi les mérites du char français. Mais... Non, en fait, les armes sont connues pour leur efficacité. Puisque chaque arme, on sait de quoi il s'agit. Le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des armes qu'il fallait donner à l'Ukraine depuis fort longtemps. Mais les gens ne l'ont pas fait. Les Ukrainiens se sont plaints des chars français. Oui, mais avec raison, parce que ce que les Ukrainiens voulaient surtout, c'est plutôt les chars américains et les chars allemands. C'est les Abrams et les Léopard 2. C'est ça qui les intéressait le plus. Mais ce qu'il dit, n'oubliez pas que nous sommes dans une situation où il y a un marché de la guerre qui est là, mais tout le monde veut écouler ses armes. Ce n'est pas les Américains seulement, tout le monde veut écouler ses armes. Et la France est en train également de montrer au monde que nous avons des éléments efficaces qui vont pouvoir servir demain, pas seulement pour la guerre à la Russie, mais pour le marché mondial. Il y a tous ces éléments qui sont là. On n'est pas seulement dans une guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine est arrivée dans un contexte bien précis
qu'il ne faut pas oublier. Et puis, oui. Et puis, il y a, non, à côté de la solidarité, qui peut paraître très charitable, ça paraît très chrétien. On se porte au secours d'un être humain en difficulté, en situation de mort même, pratiquement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la charité. Rappelez-vous la guerre en Libye. La guerre en Libye a permis à la France de vendre énormément d'armements. C'est-à-dire que ces armes ont été utilisées sur le terrain de guerre en situation d'expérimentation. Et une fois que l'expérimentation s'est terminée, les armes ont été vendues comme des bouchées de pain, notamment dans le marché indien. La France n'avait jamais vendu autant d'armes. Donc je pense qu'à la fin de cette guerre, au-delà de tout l'effort de solidarité qui est fait par rapport aux armes déjà connues, il y a beaucoup d'armes qui n'avaient pas encore été vulgarisées, dont nous ne connaissons pas l'existence pour le moment, qui seront mises sur le marché et dont on pourra vanter les mérites par rapport à la guerre qui est en train de se mener en Ukraine et dont les dégâts en termes d'armement, dont les effets sur le marché de l'armement ne seront pas que négatifs, ils seront même plutôt positifs pour la plupart des vendeurs d'armes. Les peuples souffrent, mais je pense que les vendeurs d'armes, eux, s'en sortent plutôt bien. Les Indiens sont venus s'approvisionner encore en quelques rafales en France. Personnellement, je pense que cette décision du président Emmanuel Macron est plus politique que militaire. Vous savez, depuis quelque temps, Emmanuel Macron a tendance à faire croire au reste du monde que la France est aujourd'hui le leader incontesté, que ce soit sur le plan économique ou militaire en Europe. Et également l'interlocuteur privilégié des Américains. Du coup, lorsque... Les Russes d'ailleurs. Hein, voilà, c'est ça. Puisqu'il a, en soi, il n'a pas tort. Hein. Voilà. En soi, il n'a pas tort parce que si vous prenez l'Union européenne, jusqu'à présent, les deux pays qui avaient la bombe atomique sur le territoire européen, ce sont l'Angleterre et la France. Et la France. Aujourd'hui, elle est seule. La France est seule. Justement. Donc, Emmanuel Macron souhaiterait véritablement confirmer et entériner cette image-là qu'il souhaite donner à la France. Donc, quand il voit autour de lui que des Américains, les Anglais, les Allemands sont en train d'investir beaucoup dans le soutien des Ukrainiens, il fallait qu'il essaie de faire également un discours ou également de poser un acte fort et symbolique pour montrer au reste du monde que la France figure parmi les pays qui apportent un soutien incontestable et incontesté à l'Ukraine afin que celle-ci puisse gagner la guerre face à la Russie. Quand vous voyez même dans les sorties d'Emmanuel Macron, il a toujours cette habitude-là de dire l'Ukraine doit gagner cette guerre. Et voilà, nous espérons véritablement que cette envie-là pourra se concrétiser. Gilles, il y a la question de la reconstruction également. C'est pas seulement le marché des armements, parce que actuellement, à l'état où nous sommes, c'est les Américains, c'est les Allemands, ce sont les Anglais qui sont au devant. Donc au moment de la reconstruction, quand on va partager les choses en termes de pourcentage, mais ça sera chacun en fonction de ce que tu as donné. Il faut que la France se positionne également. Et je ne suis même pas sûr qu'en faisant le champ de guerre devient une bourse d'investissement. Non, et je ne suis même pas sûr qu'en faisant beaucoup d'efforts, la France soit autant récompensée que les autres. Je prends à nouveau l'exemple de la Libye. Quand Kadhafi est tombé, quand le régime de Kadhafi est tombé, qu'il est mort, ceux qui ont été récompensés en premier sont les Américains. Et ce sont les Américains qui ont décidé de ce que la France pourrait avoir ou pas, de ce que les autres partenaires pourraient avoir. Donc il n'est même pas certain que les livraisons de pétrole ou les chantiers qui seront confiés aux pays qui ont participé à l'effort de guerre, que ce soit proportionnel à l'effort qu'ils ont fourni. Comme vous dites, ça peut être vrai, mais ceux qui se servent aujourd'hui en Libye, il y a l'Italie qui n'avait pas beaucoup contribué à cette guerre. Hein. Non, mais je dis c'est la volonté des Américains. L'Italie avait une position très différente de l'Union européenne de façon générale pendant la guerre. Oui. L'Union européenne a eu des problèmes même pour avoir une position commune d'un point de vue affaires étrangères à cause de la position de l'Italie. Et à côté de cela, il y a un dernier aspect que nous négligeons peut-être, mais qui a toute son importance, notamment pour les pays fabricants de ces armes-là, c'est l'espionnage industriel, l'espionnage militaire. Quand vous livrez vos armes à un pays qui aujourd'hui en a besoin, vous ne savez pas s'ils ne vont pas l'utiliser demain pour refaire la même chose à leur niveau en copiant les brevets de ce que vous avez utilisé. Donc, même si les pays de l'OTAN, derrière les États-Unis, aident beaucoup l'Ukraine, ils le font en se préservant quand même du risque qu'il pourrait y avoir
de perdre la paternité ou de se voir copier sur le plan industriel par les Ukrainiens, voir que leurs produits tombent entre des mains qui ne sont pas des mains bienveillantes. Oui, et Maoukou, que dire des armes à sous-munitions, des armes très controversées que les États-Unis auraient décidé finalement de livrer à l'Ukraine? Ouais, avant de répondre directement à la question, je voudrais expliquer un peu ce qu'est véritablement une arme à sous-munitions pour qu'on puisse se rendre compte de la dangerosité de cette livraison qui est faite à l'Ukraine. En fait, les armes à sous-munitions, c'est comme des canaux dans lesquels sont positionnées de petites bombes. C'est pour ça qu'on parle de sous-munitions. Vous pouvez avoir même jusqu'à 500 dans le canot. Et quand c'est lancé, cela peut être dispersé un peu partout. C'est souvent utilisé pour pouvoir détruire des infanteries, des artilleries, et pour pouvoir faire d'énormes dégâts. Donc, sur le plan civil aussi. Sur le plan civil, il y a même des chiffres qui ont montré que 97% de civils sont souvent victimes des armes à sous-munitions. Donc, imaginez que les troupes ukrainiennes visent une position russe qui est peut-être à 500 mètres d'un hôpital. Il y a des débris qui pourront tomber sur cet hôpital-là et cela va faire énormément de dégâts civils. Et ce n'est pas tout. Il y a un dernier aspect qui est aussi très important qu'il faut soulever. Les armes à sous-munitions, il a été révélé que dans les années 73 à 80, il y a près de 11 000 sous-munitions qui n'ont pas été explosées. Et ces sous-munitions non explosives sont plus dangereuses parce qu'elles peuvent exploser à tout moment, même après la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des sous-munitions qui ont été lancées au moment de la guerre du Laos, qui sont toujours en activité et qui peuvent être, qui peuvent exploser à tout moment. Du coup, livrer ce genre d'armes à une armée qu'on considère comme étant non professionnelle, qu'on considère comme étant corrompue, qui est véritablement dans une guerre par procuration, c'est véritablement mettre en danger non seulement la vie des Russes, puisque les Ukrainiens ont aujourd'hui des lance-roquettes qui peuvent tirer des missiles jusqu'en Russie. Donc il y a la vie des Russes qui sont en jeu, et il y a la vie des Ukrainiens également qui peuvent en pâtir, puisque le conflit se déroule sur le territoire ukrainien. Et même, est-ce qu'on ne peut pas dire la vie des Africains aussi, parce que c'est possible. Sous munitions, voilà. Est-ce qu'elles ne peuvent pas se retrouver en Afrique, Mamadou Diouf? Parce que quand j'entendais parler des Maoukou, j'ai eu quelques frayeurs, parce que avec la porosité de nos frontières, le contexte du djihadisme, si ces armes à sous-munitions échappent aux Ukrainiens, mais ça peut se retrouver sur le continent. Nous en avons déjà, parce que les armes à sous-munitions, comme il l'a dit, tu as un obus qui, au lieu d'exploser comme un obus classique, explose comme si c'était 4 ou 5 obus. Puisque l'obus classique, si tombe sur un bâtiment, il fait exploser le bâtiment, alors que lui, il prend un espace qui peut faire l'équivalent de 3 à 5 terrains de football. C'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir avec simplement l'objectif que l'on vise. Et comme il le dit, il y a à l'intérieur de petites bombes, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont comme des mines. Il y en a qui vont exploser, il y en a qui ne vont pas exploser. Donc même après la guerre, ça peut continuer à exploser. Raison pour laquelle des structures comme Handicap International, Human Rights Watch sont en train de dénoncer. Même l'Angleterre a un peu protesté devant la livraison de ces armes par les Américains. Même Biden a dit qu'il n'a pas le choix en donnant l'explication que l'Ukraine a des problèmes de munitions. Donc pour les aider, il faut que quand on utilise un obus, que ça puisse jouer justement, le rôle de pénurie de munitions. Parce que ce que les États-Unis livrent en termes d'obus à l'Ukraine, c'est quand même infime, mais c'est environ 500 obus par jour, alors que l'Ukraine en utilise 5 à 6 000. Maintenant, il se pose un problème de pénurie d'obus. Est-ce qu'on peut compenser ça? Non, mais les armes à sous-munitions. Ils sont en train de régler. C'est de la débrouillardise. Mais ils sont en train de régler, puisqu'au niveau de l'Union européenne, ils ont dégagé 500 milliards d'euros pour accélérer la production des munitions, puisque ceux qui étaient sur place n'étaient pas capables d'approvisionner le besoin actuel au niveau de l'Ukraine. Bon, en fait, c'est pourquoi les États-Unis finissent par utiliser cette stratégie, mais il faut rappeler que l'utilisation de ces armes-là, c'est interdit par la Convention d'Oslo de 2010. Oui. Mais malheureusement, comme le font les Américains tout le temps, c'est eux qui disent tout le temps aux gens respectez les règles, les Américains n'ont pas signé, la Russie n'a pas signé, l'Ukraine n'a pas signé. C'est pourquoi c'est les pays qui ont signé. La France même essaie de dire oui, on comprend la situation difficile dans laquelle on a pris cette décision, mais c'est des armes qui ne devraient plus être utilisées aujourd'hui parce que c'est des armes de destruction massive. Il faut appeler les choses par leur nom.
Et d'abord, Je voudrais également faire un petit ajout. Quand vous prenez la convention d'Oslo de 2010, je pense que l'article 5 interdit non seulement la fabrication, mais l'utilisation, mais aussi le stockage de ces armes. Aujourd'hui, malheureusement, ces armes sont toujours fabriquées par les grandes puissances qui, en réalité, devraient montrer l'exemple face aux autres pays. Mais même si ces armes-là ne sont plus fabriquées, le stockage est interdit. Où est-ce qu'ils ont stocké ces armes et pourquoi les sortir aujourd'hui, tout en connaissant très bien les conséquences négatives que cela pourrait avoir sur les populations civiles. Est-ce qu'on envoie des armes à sous-munitions à un pays qui est en train de gagner la guerre? Bon, peut-être, c'est pour cela qu'on comprend véritablement quelle est l'intention des Occidentaux dans cette guerre, parce qu'on maîtrise véritablement les effets négatifs à long terme surtout que cela pourrait avoir. Peut-être on réussira un jour à mettre fin à la guerre d'Ukraine, les deux parties vont signer un traité de paix, mais les conséquences seront là. Parfois, il y a toute une ville qui serait inhabitée parce qu'il y a des armes à sous-munitions qui sont disséminées dans le sol. Donc, l'Ukraine, aujourd'hui, aura véritablement beaucoup de travail à faire pour pouvoir se débarrasser de ces débris d'armes à sous-munitions qui seront dispersés sur le territoire. Oui, Magloire, Kemayo en 1 minute. Et je pense aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre en Afrique pour que les dégâts puissent se produire. Nous avons des ressortissants africains qui vivent là-bas. Nous avons des diplomates qui opèrent là-bas. Donc, il peut arriver que certains d'entre eux, en se baladant, tombent sur ce type de munitions et ce ne serait pas heureux. Ce serait heureux ni pour nous, ni pour leur famille, et encore moins pour leur pays qu'ils seraient en train de servir dans ces conditions-là. L'autre chose que je voulais également dire par rapport à ces armes qui sont utilisées, c'est que nous sommes repartis dans une course à l'armement qui ne dit pas son nom. Pendant de nombreuses années, on nous a expliqué qu'un pays comme l'Iran ne devait pas avoir la bombe atomique, qu'il y a de nombreux pays aujourd'hui auxquels il faudrait interdire l'accès à l'arme atomique parce que cela menacerait la paix et la sécurité dans le monde. Mais pourquoi continuer d'utiliser des armes aussi destructrices et qui ont une si longue durée de vie que les armes à sous-munitions, sachant que l'on est en train de militer pour la paix? Parce que ce qu'on nous a vendu dans la guerre en Ukraine, c'est qu'on se battait pour la victoire de la démocratie et pour la victoire de la paix en Europe. Mais si on se bat pour ces deux objectifs, c'est incompatible avec le fait de livrer des armes à sous-munitions. D'ailleurs, venant du centre des droits de l'homme. On va marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite de New World Forum avec les contributions des téléspectateurs. À tout de suite.